Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Gilles Perret. Salut Gilles. Salut. On va parler aujourd'hui de ton tout nouveau film qui s'appelle Reprise en main, qui est sorti dans 137 salles du pays, c'est ça? C'est ça. Il est sorti ce mercredi, c'est ta première fiction. On va en parler avec un casting de fou. On les voit derrière Gilles, c'est un trio avec l'acteur principal Pierre Deladonchamp, avec Grégory Montel, l'acteur qui joue dans la série 10%. Pour ceux qui connaissent, et Vincent Deniard, le troisième membre du trio qu'on voit derrière. Trio qui, au fur et à mesure du film, va se transformer en quatuor avec Laetitia Dutch, mais aussi, pour ceux qui suivent l'Insoumission, Sabrina Ali Ben Ali, l'autrice de La Révolte d'une interne, qui joue une ouvrière dans le film. Qui joue bien. Qui joue très bien, en plus, et qu'on voit dès le début du film. Donc les Insoumis qui aimaient bien Sabrina, n'hésitez pas à aller voir le film. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une reprise en main, des griffes de la finance d'une entreprise par les ouvriers, mais aussi une reprise en main d'un destin collectif, celui d'une région, de ta région, Gilles. Ça va être ma première question. J'étais à l'avant-première et l'acteur principal nous a révélé un petit secret. C'était en partie ton histoire qui est racontée dans le film. Je crois savoir que ton père était à la CGT. Je crois savoir aussi que toi, tu as été ouvrier. Et du coup, est-ce que c'est un peu ton histoire, l'histoire de Gilles Perret, l'histoire de ta région, ce film? L'histoire de la région, c'est sûr. Mon histoire, en partie, c'est vrai que mon père était ouvrier dans une usine de décolletage et de la mécanique de précision. Donc, c'est ce dont on parle dans le film. Et il était effectivement militant CGT. Il m'a formé aussi. Si j'ai cette passion pour la politique, ça vient beaucoup de lui. Et en fait, il y a effectivement une bonne partie de mon histoire sur l'histoire de la transmission, à la fois des idées que dans le film, l'acteur principal réfute au début du film, mais en fait, dans les actes, il va mettre en application les théories de son père, puisqu'il se réapproprie l'outil de travail. Et il y a une bonne partie de mon rapport avec lui, mais aussi dans ce film, il y a de l'escalade, c'est les falaises où on grimpe, les bistrots que vous voyez où ils vont de temps en temps se faire les cons, les acteurs, c'est les bistrots où on va boire des coups, les usines. Toi-même, Oui, j'y vais aussi. L'usine où on a tourné, c'est une usine que je connais bien, c'est l'usine d'un copain avec qui j'étais en terminale, et il y a aussi un petit atelier de décolletage sur la montagne d'un copain qui s'appelle Denis, et donc, on voit dans ce film-là aussi un Denis qui est joué par Vincent Deniard. Donc en fait, c'est très très inspiré en tout cas des copains, des voisins. Dans le film, vous voyez nos enfants, nos copains, nos voisins, enfin un peu tout le monde. Et oui, je crois que voilà, par rapport à mon père, c'est quelqu'un qui... moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais petit, et donc il nous a élevés seuls avec ma sœur, et il a toujours... il nous a appris à nous tenir droit, on va dire. Et donc, il nous a formés un petit peu à la dignité, au respect du travail manuel, etc. Et moi, quand tu disais je suis ouvrier, je n'étais pas ouvrier, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique. Ouais. Et en automatisme, mais j'ai installé des machines dans ces usines-là aussi. Donc l'usine où on a tourné, les ouvriers, je les connais depuis très longtemps. Tu as toi-même travaillé Voilà, j'ai travaillé dans cette usine-là, oui. Ok, donc on le disait, c'est ta première fiction. Qu'est-ce qui change pour toi par rapport au documentaire? Alors déjà, il y a la fin, on va pas spoiler, non. Mais tu peux choisir la fin, j'imagine, alors que dans un documentaire, c'est plus compliqué. J'imagine que ça change, par exemple, de filmer des acteurs plutôt que de filmer des vrais gens. Comment ça a été? Comment tu as géré ça? Déjà, le but, c'était aussi de filmer des acteurs et qui jouent comme des vrais gens. Et c'est ça, c'est le retour des spectateurs qui est chouette. C'est que les gens, ils sont... déjà, ils rigolent, ils pleurent, mais en même temps, les retours, c'est enfin des vrais gens sur un écran de cinéma. On y croit vraiment. Donc voilà. Alors la grosse différence, il y a un gros avantage quand tu fais de la fiction, c'est que tu peux inventer l'histoire que tu veux. Donc des fois en doc, on croit que c'est plus facile, mais des fois c'est compliqué en documentaire, parce que tu filmes des gens et de temps en temps tu sais ce qu'ils devraient te dire parce que tu les connais bien. Moi je filme les films que j'ai fait avec François Ruffin aussi, donc on sait ce qu'ils normalement devraient nous dire. Puis de temps en temps, ils prennent une posture parce qu'ils copient un petit peu ce qu'ils entendent à BFM ou tout ça par rapport à leur classe sociale ou ce qu'ils devraient dire, on va dire. Et donc des fois il faut revenir par la bande, il faut essayer de reposer des questions, revenir, tout ça, pour avoir vraiment le réel et ce qu'ils ont au fond d'eux. Et quand l'avantage de la fiction, c'est que quand tu écris des dialogues, tu mets les dialogues dans la bouche des acteurs, et comme on a eu la chance d'avoir des très bons acteurs, normalement ça marche pas mal. Puis surtout, c'est qu'une fiction, tu peux inventer l'histoire et tu peux justement
pour le coup, faire un film social qui se finit bien. Ce qui est le cas et c'est pas souvent au cinéma déjà qu'on voit des questions sociales. On voit pas beaucoup le monde du travail, mais en général, ça se finit mal. Donc là, le but du film, c'était quand même de mettre la niaque, la pêche. Et donc on peut inventer des scénarios, même des scénarios de reprise qui n'existent pas encore. Et j'espère qu'ils vont se généraliser sur l'ensemble du territoire. Effectivement, il met la pêche, ce film. Tu viens de dire, on montre pas beaucoup le travail. C'est vrai, finalement, on voit assez rarement le travail à l'écran, notamment le travail à l'usine, qui est invisibilisé dans le cinéma, mais aussi dans les médias, et aussi malheureusement dans la plupart des discours politiques. La désindustrialisation, les conséquences de la mondialisation, de la compétition européenne, du vote de 2005, des traités de libre-échange, mais aussi des usines qui ont résisté. Finalement, on n'en parle pas souvent, on les voit pas beaucoup. Et moi, j'avais une question toute bête, comment on obtient une autorisation de filmer dans une usine? Là, en fait, c'était assez simple, parce que cette usine, je la connais bien, et que le patron, qui est encore à la tête de la boîte, et qui est un vrai patron, pour le coup, industriel, il m'a fait confiance, et donc ils nous ont prêté l'usine, ce qui était avoir un décor comme ça, c'était vraiment chouette. C'est rare. C'est rare. On a tourné pendant les vacances du mois d'août l'année dernière, et il y a quelques ouvriers qui sont restés, qui sont pas partis en vacances parce qu'il fallait quand même bien mettre en route 2-3 machines, et ça c'était une chance. Et le petit atelier de Denis qu'on voit aussi, on a tourné aussi pendant les vacances. Donc voilà, les autorisations pas trop compliquées. Après, je reviens sur ce que tu dis. C'est vrai que d'une manière générale, on voit pas beaucoup l'industrie, et moi j'aime ça. Des fois, je dis, je suis plus à l'aise dans les usines que dans le monde du cinoche, quoi. J'ai l'impression de ne pas parler la même langue. Que dans les usines, je sais que je parle la même langue. Et moi, j'aime bien ça. C'est beau, l'industrie. C'est pas que pourri, c'est pas que polluant. C'est pas là, en l'occurrence, c'est pas une industrie polluante. Et je me bats pour montrer aussi qu'en France, il y a encore de l'industrie qui fonctionne bien. C'est des gens qui sont compétitifs dans cette vallée de l'Arve, dans ce décolletage. Et l'usine dans laquelle on a travaillé, on a tourné, elle travaille pour tous les constructeurs automobiles du monde. Donc, c'est pas des banques. Et il faut montrer ça. Et puis, cette industrie, elle fonctionne bien, mais il faut juste, à un moment donné, accepter de la protéger un peu. Et puis, éviter que tout parte à l'étranger comme si c'était la seule solution. Et voilà. Mais ça, c'est pas l'insoumission que je vais le dire, mais ça passe par des règles. Et on a tout laissé partir. Et le fait de tout laisser partir aujourd'hui et de produire plus grand-chose, on voit ce que ça coûte. Alors, il y a une scène que moi j'ai trouvée assez magique dans le film, où ils se réunissent, ils boivent des coups et ils commencent à refaire le monde. On voit le premier extrait et on en parle derrière ensemble. En même temps, ça me surprend pas, avec ces financiers de merde. Frédéric nous a pas beaucoup aidé non plus. Ah, putain, s'il avait pu le laisser pourrir sur le bargier, lui. Ouais. Zéro principe, zéro engagement. Le type, il fait de l'escalade, mais en salle. Bientôt, il va faire le tour de France, mais en vélo d'appartement. Brutive. Bon, c'est mort, votre histoire. Hein. Allez, je vais y aller parce qu'on m'attend à la maison. Ouais, c'est dommage. Attends. C'est pas mort, en fait. Bien au contraire. J'ai une proposition à vous faire, un truc génial. C'est un truc énorme. On va monter notre propre fonds d'investissement. Nous? Ouais. Mais à nous trois, je suis sûr qu'on peut y arriver, on n'est pas plus cons qu'eux. D'accord. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Non mais, si les fonds d'investissement achètent des entreprises sans argent, je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire. On monte un fonds. Oh bah oui, c'est facile, ça. On fait ça en 2 coups de cuillère à peau. Alors en plus, c'est drôle. Est-ce que finalement ces discussions-là entre potes, collègues, camarades, quand on refait le monde, ça permet pas d'entretenir plus un rêve révolutionnaire que les discussions à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de BFM TV? Est-ce que ces discussions-là, finalement, là, qui débouchent sur quelque chose de concret, c'est pas comme ça qu'on entretient le rêve? D'autant plus que l'extrait s'arrête, mais après ça continue et ça dégénère, ou ça se régénère, je sais pas, et qui est très productive en termes d'idées et de rêves sur cette reprise de boîte. Ouais, je crois qu'on est plus malin. En tout cas, on est plus malin quand on est en groupe que quand on est tout seul. Ouais. Et quand on est en groupe, on voit bien, il y a une espèce de surenchère dans les idées, et c'est aussi ce qu'on démontre dans le film, c'est que c'est ensemble qu'on fait les belles choses. C'est pas quand on nous divise et quand on nous fait croire que la réussite est uniquement matérielle ou individuelle et que l'autre c'est un ennemi, c'est un méchant, c'est un dangereux. Moi, je crois pas du tout à ça. Et là, les potes dans ce film, ils font plaisir à voir parce qu'on a envie d'être avec eux, je crois, quand on regarde le film. Donc oui, moi, je crois qu'entre nous, comme ça, on est plus révolutionnaire. Après, quand tu parles de BFM, des plateaux, il y a des statures, il y a des positionnements à avoir qui aseptisent un petit peu. Et je me mets à la place des députés de temps en temps, où je pense qu'il faut se botter les fesses, j'imagine, pour justement garder un pied dehors et garder ce côté révolutionnaire avant de s'endormir dans les dorures de la République.
Donc, loin des dorures de la République, il y a un ouvrier de l'usine qui a la main broyée au début du film. Et le patron de l'usine lui offre pour sa retraite un resto gastronomique. On voit l'extrait et on en parle après. Je pense que j'irai la semaine prochaine. S'il vous plaît. Attends, écoute. Bien. C'est pour célébrer une carrière entière au service de Berthier que nous sommes réunis aujourd'hui. Cher Bernard, c'est avec plaisir que nous avons accédé à votre demande de retraite anticipée. Et tenez, voici, de la part de la direction, une invitation à la date qui vous conviendra dans un restaurant étoilé pour savourer votre temps libre. Dîner gastronomique pour 2 personnes. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le rachat de Berthier par Apollo? Rien n'est fait, Rachid. Et vous pouvez nous en dire plus sur la liste des suppressions de postes? Quelle suppression de poste? De quoi vous parlez? On parle quand même d'une vingtaine de noms. Et la prime de prod, on va finir par la toucher un jour ou pas? Et les heures sup alors? Attendez, c'est ni le moment ni l'endroit pour parler de ça. Vous êtes en train de gâcher la fête de Bernard. Hein? Bon, j'ai eu du travail, moi. J'y retourne. Merci encore, Bernard. Les salariés ont le droit de savoir, hein. Il a la trouille, ouais. Allez, va te cacher, tiens. Ouais, c'est ça, ouais. Rentre chez toi. Je prends le relais. C'est ça. Dès que c'est sérieux, il n'y a plus personne. Sur les accidents du travail, les morts du travail, on essaie de documenter ça à l'Insoumission. On vous invite à aller suivre le travail super précieux du camarade Mathieu Lépine, qui est professeur d'histoire et qui tient le compte Twitter Accident du travail, silence des ouvriers meurent. Ces accidents du travail dont toi tu parles dans le film, on essaie d'en faire des articles, mais comment? Est-ce que c'est un objectif du film, toi, de montrer ces vies qui sont invisibles Oui. Alors, l'accident du travail, c'est pas la problématique centrale du film, mais on en parle. On en parlait, j'avais fait un film qui s'appelait De mémoire d'ouvrier, justement, où on parlait de la souffrance au travail, mais moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est le travail. Et c'est des gens qu'on a invisibilisés de façon très injuste. Quand on regarde le monde représenté par la télévision ou le cinéma aujourd'hui, on a l'impression que notre société, elle est composée uniquement d'avocats, de flics, de médecins, de cadres. Et cette surreprésentation des CSP+, c'est dramatique, parce que quand on n'est pas visible, on se sent rabaissé. Et donc, moi, j'essaye, en tout cas, dans mon travail, de rendre visibles les invisibles et de les rendre beaux, parce que c'est des gens que j'aime plutôt bien. Enfin, moi, je viens de là et je vis toujours dans le village où j'ai grandi. Donc, en fait, je suis toujours atterré de voir, entre guillemets, mes collègues cinéastes, qu'est-ce qu'ils donnent à voir, quoi. Et ça me fatigue. En fait, ça devient un peu épidermique, ces films où c'est moi, mes enfants, mon psy, mon truc, dans ces grands appartements parisiens avec il y a des brunchs ou des dîners, des trucs. Moi, je vis pas ça. Enfin, toi, il y a toujours une soirée avec des dîners, et ça me fatigue. Là, je suis encore allé voir un film, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, quand il y a des profs qui roulent en gros 4x4 rutilant, qui ont un appart avec un balcon qui donne sur la Tour Eiffel, je ne sais pas où ils sont profs, ceux, toi mais moi, les profs que je connais, je ne pense pas qu'à Paris, il y a beaucoup de profs qui soient capables de se payer un loyer. Enfin bon, donc il y a... c'est con parce que ça ne veut pas dire que le film est mauvais, mais moi, cet environnement-là, qui n'est pas le mien, bon, après, c'est celui certainement des cinéastes, justement, ils donnent à faire voir leur monde. Moi, c'est pas le mien, donc moi, j'essaye de faire voir plutôt le mien. Je me suis demandé, est-ce que tu t'es documenté un peu sur le fonctionnement de la finance pour réaliser le documentaire? Beaucoup, ouais. Je me suis demandé si tu avais lu, je sais pas, Les économistes atterrés, parce que tu disais que tu étais atterré, ou Attaque. Et parce que j'ai trouvé que moi, c'était un travail de vulgarisation super efficace du fonctionnement de la finance. Au tout début du film, je crois qu'une des premières scènes, c'est des enchères inversées. Si tu peux nous expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est un but recherché par ça, l'éducation populaire? Oui, carrément. Moi, sur tous mes films, je crois que j'essaie de faire ça, mais sur celui-là particulièrement, c'est sûr que c'est pas un documentaire. Par contre, c'est une fiction qui est très, très documentée. Ouais. Ces histoires de LBO dont on parle dans le film, donc leverage buyout, c'est de l'achat par effet de levier, mais en gros, c'est des entreprises qui sont rachetées par des fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement, en fait, quand il achète l'entreprise, il sort que 10 à 20% de la somme réelle, et le reste, les 80% restants, ils font un emprunt. Alors toi, si tu achètes quelque chose, tu vas faire un emprunt, mais c'est toi qui le rembourses. Eux, ils sont beaucoup plus malins que ça. Ils font rembourser l'emprunt par la boîte qu'ils ont rachetée. Donc en fait, la boîte, elle se rachète à elle-même. Et le truc génial qui est de ces LBO, c'est qu'en fait, quand ils revendent la boîte 3 ou 4
4 ans plus tard, ils s'en foutent de la revendre plus cher, ou même ils peuvent même la revendre un peu moins cher, parce que de toute façon, ils vont empocher tout ce qui a été remboursé sur le prêt pendant les 4 ans. Et comme ils demandent des fois des taux de remboursement qui montent jusqu'à 15%, t'imagines, si la boîte elle vaut 20 millions d'euros, 15% par an, tu restes 4 ans, t'imagines un petit peu le jackpot quand ils revendent derrière. Donc c'est juste une arnaque qui m'inquiète moi, mais qui inquiète aussi le monde financier, puisque la Banque Centrale Européenne a pondu un rapport en disant que le taux d'endettement des entreprises aujourd'hui est beaucoup trop élevé, puisqu'il est équivalent à celui qui était en 2008, juste avant la crise. Ouais. Et il pointe directement la responsabilité des LBO, dont on a décrit les mécanismes dans le film, dans cette situation. Donc on pourrait penser que ça alerte un petit peu nos responsables politiques, et que cette question des LBO et de la finance en général pourrait être une question primordiale aujourd'hui pour éviter que ça pète. Et c'est toujours passé sous silence. Donc effectivement, moi j'essaie de faire de l'éducation populaire. Après, tout ça, là, ce qu'on raconte là, qui est un peu chiant, c'est quand on fait une fiction et qu'on fait une comédie sociale dans ce film-là, eh bien, on essaye de l'emballer par le rire, par l'émotion, par cette histoire de transmission, et pour rendre digeste des concepts qui pourraient être compliqués. Parce qu'on n'est pas là pour être chiant, quoi. Enfin, je veux dire, il faut aussi qu'on passe un bon moment, et je crois que si on passe un bon moment, on intègre encore mieux les processus que si on a l'impression de se faire donner une leçon d'économie, quoi. Ouais, bon, militant mais pas chiant. Militant mais pas chiant. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de toute ton œuvre, mais je pense notamment au film La Sociale, où tu racontes notamment sur Ambroise Croizat, et voilà, donc c'est quand même ton travail que tu fais très bien. Moi, je voulais te poser une question au réalisateur de documentaire. Comment on fait? Est-ce que tu as une potion magique pour faire oublier la caméra? Tu t'en parlais tout à l'heure, pour essayer de récolter en fait la parole la moins travestie possible, un peu comme un sociologue ou qui fait une enquête de terrain. Et tout. Comment tu fais pour tu restes des mois sur le terrain ou pour Pas forcément. Tu vois, les 2 derniers films qu'on a fait avec François Ruffin, c'est quand même des films qui sont faits un peu on fonce un petit peu, mais moi après je fonctionne beaucoup à l'instinct. Déjà, j'utilise un procédé de tournage qui est minimaliste, c'est-à-dire que c'est pas Hollywood qui débarque. Donc ça, je pense que pour des gens qui sont pas forcément habitués à la caméra, c'est pas trop effrayant. Et puis j'essaye d'être avec la caméra comme je suis dans la vie. Enfin, je sais pas si je suis sympa dans la vie, mais en tout cas naturel. Les acteurs disent que oui, tu es sympa. Ouais, mais en tout cas d'être le plus proche possible des gens et d'être sympa. Et que finalement, je crois que ce procédé-là, il permet aux spectateurs, quand ils regardent mes films, d'être un peu à ma place et qu'ils ont envie de poser les mêmes questions, d'avoir les mêmes discussions avec les gens qu'on est en train de filmer. Donc de la simplicité. Et puis effectivement, le fait de bien aimer les gens que je filme et de passer du temps avec eux, c'est sûr que ça simplifie un petit peu le procédé. Mais voilà, ça fait des années que j'essaye de faire, mais je n'ai pas théorisé la façon de faire. En fait, j'essaye d'être moi et d'être comme si toi tu y allais, comme si n'importe qui tu rencontrais ces gens. Bah finalement voilà, avec une grande chance, c'est que quand on fait un documentaire et que je décide de travailler sur un thème, c'est qu'on a quand même une chance extraordinaire, c'est que ça nous permet de rencontrer qui on veut, quoi. Et moi, tu vois, dans ma vie, le fait d'avoir été vraiment ami avec Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Walter Bassan, enfin toutes des gens qui ont côtoyé qui ont eu un rôle primordial à la libération, qui ont été des grandes figures de la résistance. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout programmé pour ça. Et t'imagines quelle chance, on est vraiment devenus amis jusqu'à la fin de leur jour avec des discussions de copains, alors qu'il y avait 2 générations d'écart. Ouais. Et ça, le documentaire permet de le faire. Puis ils ont vu aussi mon engagement, enfin, on va dire, sur ces questions du bien commun, qui était leur engagement qui leur a fait prendre les armes pendant la résistance, parce que la résistance, c'était pas qu'une histoire de pistolets et puis de chasser les méchants allemands et les méchants collabos. C'était aussi de faire un projet politique pour qu'à la libération, on installe une république sociale et qui évite qu'on retombe dans le piège de la montée du fascisme, du racisme, de la domination de la finance qui était déjà présente dans les années 30. Donc du coup, ces gens-là, ils avaient un engagement politique. Donc ils m'ont reconnu quand j'ai commencé à travailler sur ces trucs-là, et du coup, on est devenu vraiment très proches. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Quand ils disent qu'ils ont eu des réunions, qu'ils discutaient avec Jean Moulin et tout, t'es quand même plein pot dans l'histoire. Quand j'allais voir Raymond Aubrac et que tu sonnes sur la sonnette pour aller voir, puis c'est marqué Lucie et Raymond Aubrac, tu dis, tu sais pas si c'était dans la réalité ou dans la fiction, dans l'histoire, ou la fiction. Donc c'était chouette. Je sais pas pourquoi je m'éloignais un petit peu, mais enfin si, ça. Mais je crois aussi que les films que j'ai fait avec eux, on avait aussi cette même proximité.
Et je crois que ça a touché les gens aussi pour ça, de voir que ces gens-là, voilà, c'est aussi des gens qui ne se sont pas endormis pour le coup. On parlait des députés tout à l'heure, mais eux, ils ne se sont pas endormis non plus sous les médailles et sous les flonflons. Ils ont gardé jusqu'à la fin de leur jour la rage au cœur. La rage au cœur, puis cette envie du partage. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et ils sont tous décédés maintenant, mais ils étaient 1000 fois plus jeunes dans leur tête que des trentenaires qu'on entend maintenant, qui ont déjà baissé la tête, qui ont adopté ces schémas d'économie libérale, et puis qui te disent qu'on ne peut rien changer, et puis que c'est comme ça, et puis qu'il faut que chacun se démerde pour essayer de survivre, quoi. Donc voilà. Tu as un film avec eux que tu veux recommander à ceux et celles qui nous écoutent? La sociale, vraiment, ouais. Ou Les Jours Heureux. Hein. C'est sûr que Les Jours Heureux, c'est quand même... Tu vois, on parlait un petit peu de ce qu'on donne à voir au cinéma, à la télévision. Les Jours Heureux, c'est quand même le premier film qui est fait sur le Conseil national de la résistance, sur comment c'est né, qu'est-ce qu'il y a eu comme mesure, qu'est-ce qui a été mis en application, et quels étaient les enjeux, les rapports de force. C'est le premier film, il n'y avait jamais eu de film qui l'a fait. Tu l'as fait en quelle année? En 2013. Ah. Donc il y a eu un film sur le programme lui-même qui avait été fait en documentaire, mais vraiment un documentaire télé. Mais sinon, c'est pas du tout documenté, pas un bouquin, rien. On a dû faire un bouquin aussi aux éditions de la Découverte. Donc tu vois un petit peu quelle histoire on raconte. Quand tu sais que moi j'ai commencé à parler du Conseil national de la résistance en 2008-2009 avec Walter Retour en résistance. C'est ce qui m'a donné envie de faire après Les Jours Heureux. Et on a fait un bouquin, on a fait nos rassemblements annuels au plateau des Glières sur ces valeurs-là. Et on a bataillé, hein, et ça a quand même porté ses fruits. Si on parle du CNR aujourd'hui, je ne vais pas trop faire le malin, mais enfin, c'est quand même grâce à tout ce travail qui était fait, sinon c'était mort et enterré. Alors qu'on bénéficie tous les jours des avancées du Conseil national de la résistance, puisque c'est de là qu'est née la sécurité sociale, les comités d'entreprise. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi tu ne payes pas quand tu vas chez le médecin. C'est grâce à Ambroise Croizat. Ces gens-là, grâce à Ambroise Croizat. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Et toi, le drame... des fois, ça coûte cher parce que ça me permettra d'embrayer sur la fiction. Quand on avait proposé ce sujet à France 3 sur le Conseil national de la résistance, on avait été, alors les conseillers de programme voulaient le faire et on avait été balancé par la directrice des documentaires à Paris qui nous dit non, mais c'est trop compliqué, ça, il faut faire un livre. Mais tu vois, donc qu'est-ce qu'on donne à voir? Sur la sociale, c'était rebelote, je suis désolé parce qu'à chaque fois c'est le service public, mais enfin, la directrice encore de France 3 de l'époque, c'était pas la même, nous avait dit la sociale, l'histoire de la sécurité sociale, c'est pas assez important pour avoir sa place en national à France 3. Donc qu'est-ce qui est assez important? Elle, c'était l'épouse du numéro 2 de... je ne sais plus quel groupe. Moi, je vais dire une connerie, donc c'est pas la peine. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est sûr qu'elle, si on lui rembourse pas ses antibiotiques, ça va pas la faire boiter, tu vois. Mais ça témoigne de qui donne à voir quoi. Et il faut toujours se poser la question. Et c'est vrai que ça coûte un peu cher aussi. Cette directrice, elle est aussi toujours bien implantée dans certains milieux, on va dire, du cinéma. Et parce que j'avais dit ça à la presse, tu vois, comment ça se passait. Et donc, des fois, c'est sûr que tu as des retours de manivelle. Tu es un peu blacklisté parfois de certains plateaux télé. Ou en tout cas de financement potentiel. De financement pour les films. Donc, ce film sort en plein mouvement social. Il y a eu 140 000 personnes dans la rue dimanche, 300 000 personnes. C'est pas 30 000 ? Ça dépend, si tu préfères les chiffres de la police, tu crois plus la police que... Ah ouais, je suis comme ça. Ça me surprend pas. Et 300 000 personnes dans les rues mardi. T'as vu les raffineurs, les dockers, les cheminots, ça commence à bien bouger. À l'Insoumission, nous, on attend une seule chose, le retour des Gilets jaunes. Est-ce que toi, tu y crois? Je sais pas, moi je crois surtout que j'aimerais bien que ces grèves s'arrêtent parce que mon film sort et les gens n'ont pas d'essence pour aller au cinéma. Ça c'est le patronat maintenant. Moi je suis passé de l'autre côté du manche. Est-ce que j'y crois? Je ne sais pas sous quelle forme ça va bouger. C'est même flippant parce qu'on sait dans ces mouvements-là, tu ne sais pas de quel côté ça peut basculer, mais la grogne, elle reste. Et le niveau de mécontentement ou alors de désertion totale, ce qui n'est pas mieux, hein, c'est du champ politique, c'est obligé que ça sorte quelque part. Mais la forme... je ne suis pas sûr que ça ressorte sous la même forme que les Gilets jaunes et tout ça, mais en tout cas, la grogne, c'est obligé. De toute façon, toute l'histoire sociale nous le montre, et c'est pas forcément ça se joue pas forcément, les Gilets jaunes en étaient la démonstration, mais sous un processus qu'on a déjà écrit sur du discours, de la parole et tout, mais de temps en temps, il y a un petit truc qui fait bugger l'histoire. Et
Je reviens juste à Reprise en main. Ça me fait penser à ça, c'est que dans le film, je ne vais pas révéler le film, mais il y a un personnage qui bascule, qui passe d'un côté à l'autre, et c'est pas, il bascule pas par idéologie ou parce qu'il est membre de je sais pas quoi, tel syndicat, tel parti, ou en tout cas, mais il bascule sur des affects, sur un moment donné une histoire familiale qui fait basculer l'histoire. Et en fait, de ce petit basculement de ce personnage-là découle tout le succès de notre histoire après. Et moi, je crois beaucoup à ça, à l'importance des affects et des sentiments dans la bataille. On parlait d'affect, il y a une scène finale qu'on ne spoile pas, mais qui, moi, personnellement, m'a fait pleurer. Il y a donc le père du personnage principal qui revient dans l'usine où il a bossé toute sa vie. Et si je ne me trompe pas, il n'y a pas de dialogue, c'est juste un regard, notamment, qui est très fort. Et je trouve que là, c'est aussi l'image, parce que là, on a beaucoup parlé de fond pendant cet entretien, mais c'est aussi la forme où tu as beaucoup bossé pour faire un film beau. La première scène du film, c'est une montagne super impressionnante qui est le personnage principal escalade. Donc, c'était super important aussi pour toi de faire quelque chose. Oui, non, on fait quand même du cinéma. Hein, je veux dire, c'est le cinéma, mais enfin, oui, je veux dire, on ne va pas aller squatter des écrans de cinéma en mettant des choses moches. Donc il faut aussi qu'on soit légitime. Donc effectivement, on a soigné aussi l'image et l'émotion et les silences et tout ce qui fait partie de notre vie. Et cette scène finale, c'est quelque chose qui, moi, quand je la vois encore, ça m'émeut parce que là, pour le coup, on est vraiment dans mon histoire. Et pour l'histoire, c'est Rufus qui joue le père de Cédric, donc de Pierre Deladonchamp, et Rufus, il est habillé avec les habits de mon père et tout ça. Tu vois, donc au niveau de l'émotion. Quand tu as filmé ça, tu as dû et c'était un moment, mais. Toi, nous, on connaît l'histoire, ça fait 5-6 ans qu'on l'a écrit avec Marion Richoux, ma compagne. Les techniciens autour, ils connaissent l'histoire, tout le monde a lu le scénario, donc on sait ce qui va se passer, et pourtant, le jeu des comédiens à ce moment-là fait que tout le monde avait les larmes aux yeux, quoi. Et là, tu te dis, quand même, quand tu as des bons acteurs, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est super fort. Et dernière question, le film finit sur une note positive sans spoiler. C'était important pour toi de donner de l'espoir dans la période actuelle. Parfois, on sort un peu des films de gaucho un peu déprimés. Là, au moins, on sort... Non, moi, alors là, pour le coup, c'était quasiment le point de départ. C'est que j'en ai marre. C'est pas que j'en ai marre, j'aime bien. Déjà, il n'y a pas beaucoup de films sociaux, donc on va pas se plaindre qu'il y ait des films sociaux de temps en temps. Je pense par exemple à Ken Loach ou quoi, quand tu regardes, parfois tu sors de là, t'es... Pas que Ken Loach. Oui, ça dépend les comédies sociales. Mais c'est vrai que c'est pas le moment de déprimer les gens. Et je crois beaucoup au rire, à la comédie, à tout ça, pour donner la pêche et pour aussi inciter à y aller, quoi. Et quand tu rigoles et quand tu sors bien de ce moment, et d'ailleurs c'est le retour qu'on a de tous les spectateurs le soir, merci, ça nous a reboosté, ça nous donne la pêche, ça nous donne la banane et tout, et les gens ils sortent bien. Et ben je crois quand on est bien, on est plus apte à amener la bataille, à se redresser que quand on grogne tout seul devant BFM en disant qu'il n'y a rien qui va, quoi. Ça, il n'y a rien de pire. D'isoler les gens et puis de vivre au rythme des faits divers et des saloperies qu'on nous raconte toute la journée, moi, j'ai pas envie de ça. Donc, je revendique le fait d'essayer de contribuer à mettre un peu de bonheur dans notre société. Et il y contribue, et c'est un film qui permet de relever la tête. Merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite quand même, parce que ce film, en fait, c'est un peu différent des documentaires. La durée de vie des films de fiction au cinéma, c'est très court. Et ça dépend beaucoup des premiers jours, en fait, au cinéma. Et donc, je vous incite à aller le voir rapidement avant qu'il disparaisse, parce que du nombre d'entrées dans les 2-3 prochains jours dépend la vie du film complètement. Donc voilà, il faut que je fasse aussi un peu de pub. Oui, tu as raison. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour aussi la trace que tu laisses dans l'histoire, on va dire des grands mots, mais du mouvement ouvrier. Merci beaucoup. Donc allez voir, abonnez-vous à l'Insoumission, mais surtout allez voir le film Reprise en main et parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, parce que c'est du bouche à oreille qu'il va cartonner. Voilà, on n'a pas l'argent, mais on a les gens. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Salut. À bientôt, au revoir.